présents. Vous avez bravé la pluie qui commence à tomber. Vous êtes passé avant, très bien. Je suis heureux de vous accueillir à l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines. Je suis Xavier Leroux, directeur de cette UFR, professeur des universités et langue et littérature médiévale. Je vous remercie d'être là. Nous allons organiser une petite table ronde autour des métiers du livre. Je remercie nos invités qui prennent de leur temps pour répondre à vos questions, pour aider vos enfants, nos futurs étudiants, à s'orienter et à préparer leur avenir. Nous accueillons aujourd'hui M. Bruno Falba, qui est libraire et, je viens d'apprendre, également scénariste en bande dessinée, c'est ça ? Nous accueillons également Mme Sandra Maillard, bibliothécaire et, comme sa tenue l'indique, qui travaille chez nous à la bibliothèque universitaire, et également Mme Baptistine Mésange, auteure de livres pour enfants. Il suffit de regarder de près son paravent pour voir qu'elle est prolixe dans ce domaine. Merci à tous les trois d'être avec nous pour répondre à vos questions. Auparavant, je voudrais brièvement présenter l'UFR Lettres. Alors, on m'a posé la question tout à l'heure, y a-t-il une visite des bâtiments? Non. On n'a pas prévu de visite des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'une UFR Lettres ressemble étrangement à un lycée, à un établissement du secondaire, parce que nous fonctionnons essentiellement sur un système d'enseignement direct avec les étudiants, en salle de TD, de travaux dirigés, qui ressemble à une salle de classe, et en amphithéâtre pour les cours magistraux. Et vous êtes actuellement dans un amphithéâtre, l'un des trois amphithéâtres que nous utilisons régulièrement à la faculté de lettres. Nous pourrions vous présenter un laboratoire de langue, mais il est actuellement en train d'être installé. C'est une nouveauté, nous sommes très heureux de cette nouveauté. Nous aurons enfin un véritable laboratoire de langue à partir de la rentrée 2018. Donc les étudiants pourront en bénéficier pleinement, mais étant donné qu'il n'est pas encore installé complètement, c'est en train de se faire, c'est en cours, je ne peux pas vous le faire visiter. Enfin, nos laboratoires n'ont ni éprouvette, ni machine particulière qu'il serait intéressant de vous montrer. Pour faire des démonstrations, nous travaillons sur des livres. Personnellement, je travaille sur des manuscrits. Et c'est pourquoi parler des métiers du livre est au cœur de notre travail. Rapidement, je vous rappelle, parce que ça n'a pas forcément été fait là-bas à la bibliothèque universitaire, je vous rappelle les formations qui sont présentes à l'UFR Lettres. Je ne m'attarderai pas, je serai présent à la fin de cette table ronde pour répondre à toutes vos questions, mais on profitera de la présence de nos invités pour parler de leur métier. Rapidement, l'UFR Lettres compte aujourd'hui trois licences générales. La licence de lettres, qu'on appelait autrefois la licence de lettres modernes, donc c'est la licence de lettres classique, habituelle, traditionnelle, mais elle n'est plus classique ni moderne. Nous avons une autre licence générale, la licence de LLCER, donc étude des langues d'anglais ou d'espagnol, avec trois dimensions à chaque fois: l'étude de la littérature, l'étude de la langue elle-même et l'étude de la civilisation, des civilisations, j'ai envie de dire, rattachées à cette langue. Donc soit dans le domaine anglais, donc LLCER anglais, on n'étudie que l'anglais, on a une ULVD, et on étudie l'anglais en priorité et presque exclusivement, c'est vraiment le cœur de cette licence, ou bien alors l'espagnol, à ce moment-là c'est le même type de travail, littérature, langue et civilisation. Nous avons une troisième licence qui est la licence LEA, langue étrangère appliquée, qui a pour exigence de maîtriser deux langues vivantes étrangères au même niveau, deux langues vivantes étrangères au niveau LV1. Je vous en prie, installez-vous, n'hésitez pas. Donc ça, c'est vraiment une exigence très forte. C'est une licence générale qui a une dimension professionnalisante beaucoup plus marquée, même s'il y a de plus en plus de stages demandés ou de séjours à l'étranger demandés dans les autres licences, et il y a évidemment des séjours à l'étranger obligatoires dans les licences LLCER. En LEA, vous avez deux déplacements à l'étranger obligatoires pour un séjour linguistique en deuxième année et pour un stage à l'étranger en troisième année.
Voilà, c'est une licence qui a une dimension professionnalisante beaucoup plus forte. La conséquence, c'est qu'on étudie énormément l'aspect linguistique, les langues étrangères, la civilisation, mais en revanche, on ne fait pas de littérature. Il n'y a pas de littérature en LEA. Voilà les 3 licences générales sur les 3 années L1, L2, L3. Nous avons en L3 ce que nous appelons des licences pro, des licences professionnelles, dans lesquelles on rentre après Bac plus 2. Ce sont des licences qui, même si on appelle ça des licences, ce sont des licences qui ne durent qu'1 an pour la 3e année après un cursus qui précède de 2 ans. Nous avons une licence pro en tourisme, nous avons une licence pro en management des organisations culturelles. Nous ouvrons l'an prochain une licence pro écrivain public et nous devrions, et c'est en discussion, ouvrir une licence pro sur le management des unités de restauration. Alors pourquoi est-ce que c'est en discussion? Parce qu'une licence pro, selon le statut de la licence, c'est une licence qui peut ouvrir ou non, selon qu'elle est en formation initiale ou bien alors en alternance ouverte à un autre public. Nous avons ensuite, et ça c'est plus loin, j'en parle donc rapidement, différents masters, des masters qui préparent à l'enseignement de l'anglais, de l'espagnol et des lettres, dans la continuité des licences générales dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons des masters qui autrefois s'appelaient des masters recherche, donc ce sont des masters qui sont davantage ouverts vers une poursuite d'études, mais qui peuvent amener à une insertion professionnelle au terme des 5 années de formation. Les masters orientés vers les 3 grands axes de notre UFR, linguistique, littérature et civilisation. La nouvelle touche qu'on va donner à ces prochains masters, puisque nous avons changé d'accréditation, c'est une touche ouverte aux sciences politiques. Voilà, c'est un domaine que nous avons décidé d'explorer davantage dans la prochaine accréditation. Nous avons également un master langue appliquée, qui n'est pas un master dans la continuité du LEA, mais qui est un master tourné vers la traduction. Et nous avons enfin un master tourisme. Un master tourisme qui n'est pas la continuité de la LP Tourisme, puisque une licence pro est faite normalement pour rentrer directement dans le monde professionnel et non pas pour amener à une poursuite d'études. Voilà. Voilà les éléments généraux de cette offre de formation qui vous amèneront peut-être à me poser des questions, mais encore une fois à la fin de cette table ronde. Les métiers du livre sont évidemment au cœur de notre table ronde. Le livre est au cœur de toutes nos études. C'est un objet ou peut-être un acteur essentiel de communication, de transmission des savoirs, d'échange entre les personnes. On a tendance à dire, certaines mauvaises langues disent que le livre est en train de mourir. Je ne le crois pas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il est sans aucun doute en train d'évoluer, de prendre une place différente, une place qui est sans doute à penser, d'ailleurs, au sein de notre société. Et donc nous allons nous pencher sur les métiers qui tournent autour de ce livre. Je vais inviter chacun de mes invités à présenter brièvement son parcours personnel, de façon à ce que nous les situions, et ensuite vous serez invités à leur poser des questions. Voilà. Questions totalement ouvertes. Je vous remercie. Merci. Alors, bonjour. Donc, je suis Baptistine Mésange. Je suis auteure et illustratrice pour la jeunesse. Donc, j'ai commencé mon parcours finalement presque au berceau, on va dire, puisque j'aimais les livres déjà toute petite. Et je commençais d'une façon très ludique, d'abord à les fabriquer avec ce que j'avais à portée de main, c'est-à-dire du papier, du carton, de la ficelle. Et à cette époque-là, encore enfant, je n'imaginais pas vraiment qu'on pouvait en faire un vrai métier. Puis j'ai grandi et petit à petit j'ai découvert d'autres livres qui ont bercé mon enfance et qui sont aujourd'hui de réelles sources d'inspiration pour tous les livres que je peux fabriquer moi-même. Et donc je me suis dit pourquoi pas en faire un véritable métier. Donc pour parler plus précisément de mon parcours, donc j'ai fait une licence de lettres modernes. Donc à l'époque c'était lettres modernes
entre ces murs, justement. Donc, encore une fois, là, ça m'a vraiment porté encore vers cet amour des livres. J'ai découvert d'autres littératures, françaises, étrangères, et de nouvelles sources d'inspiration pour ce que je fais aujourd'hui. Je me destinais tout d'abord, parallèlement aux livres, je me destinais au métier dans l'enseignement. Donc aujourd'hui, je suis professeure de lettres en collège et lycée, parce que j'avais ce besoin de transmettre. Voilà, je voulais transmettre. Et quand on est professeur, donc on transmet des savoirs. Et moi, j'avais envie de transmettre, oui, forcément des savoirs, mais aussi une autre chose, plutôt une philosophie de la vie. Voilà, une philosophie de la vie que j'ai découverte par exemple dans Le Petit Prince, que j'ai lu quand j'avais 6 ans, puisque j'ai su lire assez tôt. Et justement, ce livre-là, pour moi, c'est vraiment une définition de la littérature. C'est-à-dire que le lecteur est acteur du livre. Et à chaque relecture, je découvre d'autres choses, aussi bien sur le livre, sur le monde qui m'entoure, mais aussi sur moi-même. Et c'est ça que je veux faire passer aux enfants, petits et grands, puisque pour moi la littérature jeunesse s'adresse aussi aux adultes, donc aux grands enfants que nous sommes. Et dans chacun de mes livres, je veux transmettre différemment de la manière dont je transmets face à une classe. Voilà. Donc à travers le livre, ça me permet de transmettre donc, cette philosophie de la vie que j'essaie de mettre à travers les mots et les images. Et pour chacun de mes ouvrages, de mes livres, je suis le même fil rouge qui est le grandir, puisque voilà, je m'adresse à des petits-enfants et des grands-enfants. Donc dans chacun des livres qui sont devant moi, il y a ce fil rouge, grandir, que l'on suit de l'un à l'autre, parce que je veux faire grandir les enfants. Voilà. Et je trouve que c'est la plus belle façon au monde de le faire, c'est par le livre. Et voilà. Je répondrai à vos questions tout à l'heure si vous en avez, parce qu'il y a tellement à dire que je ne sais pas vraiment par quel bout commencer et terminer. Parce que finalement, on ne peut pas terminer, on peut parler du livre indéfiniment. Mais je vais m'arrêter pour laisser la parole aux autres. Allez, alors on continue. Je me présente, Sandra Maillard. Alors comme vous voyez, comme on nous l'a dit, je travaille à la bibliothèque universitaire, que vous avez peut-être déjà visitée. En tout cas, actuellement, on accueille toutes les formations de l'université pour les journées portes ouvertes. Alors ça va faire 15 ans que je travaille, ça ne me rajeunit pas non plus, mais ça va faire 15 ans que je travaille à la bibliothèque universitaire de Toulon. Je suis arrivée au livre, alors moins dans ma jeunesse, puisque j'ai fait une licence d'histoire, pas sur cette université-là, mais sur une autre université, et je ne voulais pas me destiner à l'enseignement. Ça, je savais que je ne voulais pas aller vers ça. Voilà, les métiers du livre sont arrivés à ce moment-là dans ma vie. Je remercie la conseillère d'orientation que j'ai dû voir à cette époque-là, parce que je suis ravie de ce que j'ai pu parcourir entre-temps. Et j'ai intégré ce qui s'appelait à l'époque, qui correspondrait maintenant à une licence professionnelle. À l'époque, ça s'appelait un IUP professionnel, donc dans le métier du livre. Ce qui a permis de faire un tournant dans ma scolarité, de passer d'une licence générale à une licence plus professionnelle. Si j'aurais un conseil à vous donner, c'est celui-là aussi, c'est peut-être à un moment donné d'orienter son choix peut-être plus professionnel,
si vous avez envie de rentrer dans les métiers du livre. Il y a des masters métiers du livre actuellement. Monsieur Leroux en a parlé. Voilà, ça existe en tout cas, c'est proposé. Et suite à ces études-là, alors il faut savoir que pour être bibliothécaire, c'est comme l'enseignement, il y a un concours à passer. Donc il ne faut pas l'oublier. Alors il y a des concours d'État ou des concours territoriaux. Moi j'ai passé un concours d'État que j'ai eu, ce qui fait que je peux travailler actuellement dans les bibliothèques universitaires ou les grands enseignements, les grands établissements, pardon. Du coup, je ne me suis pas penchée sur les concours de bibliothèque territoriale. Après, je peux vous en parler aussi si vous avez des questions là-dessus. Et une fois le concours en poche, j'ai pris mon premier poste qui était à la bibliothèque universitaire de Toulon. 15 ans après, je suis toujours ravie de travailler à la bibliothèque universitaire de Toulon. Surtout que mon métier a énormément évolué, donc on en parlera aussi si vous avez des questions là-dessus. C'est-à-dire que je suis arrivée en tant qu'acquéreur, j'achète des livres que vous avez pu voir sur les rayonnages. On n'achète pas tous les livres, hein. On a des disciplines bien adaptées. Et puis je me retrouve aujourd'hui à faire des cours de méthodologie documentaire pour les étudiants de première année. Donc finalement, moi qui ne voulais pas faire d'enseignement, et je me retrouve à transmettre de la méthode pour pouvoir mieux chercher de l'information, ce qui correspond à vos cursus, qui correspondra peut-être à vos cursus l'année prochaine. Voilà, je laisse ça. Bonjour, je me présente, Bruno Falba. Je suis à la fois, j'ai plusieurs casquettes. Passionné de livres, donc depuis tout petit, avec Falba, forcément je suis tombé dedans très facilement, avec Falbala, c'est même racine latine, et puis, donc en fait, étant tout petit déjà, passionné de livres transmis par la famille, et ayant une santé fragile, je me suis quand même assez isolé et plongé dans tous les ouvrages. Jeunesse, tout d'abord, ensuite bande dessinée et puis littérature. Je me suis plutôt orienté vers la bande dessinée, car nous vivons dans une ère d'accès quand même sur l'image. Un bon dessin vaut parfois 1000 mots, et puis de pas à pas, j'ai choisi une filière plutôt dans le journalisme. La communication. J'ai commencé, donc ça fait 30 ans en fait que j'écris. Tout d'abord dans la presse, pour l'audiovisuel, je travaille pour la téléphonie aussi, et la bande dessinée. Donc mon parcours est assez atypique. Je n'ai pas suivi un cursus universitaire. Je suis arrivé à travailler donc comme auteur, comme libraire, et depuis un an j'ai monté une petite maison d'édition. Donc j'ai un panel assez large concernant les métiers du livre. Je travaille actuellement sur de vieux manuscrits en fait qui ont 2 siècles, écrits par nos anciens, dirons-nous. Et une de mes passions lorsque j'étais lycéen, c'était de traduire des textes en vieux français, vieux français. Et ce qui était pour moi complémentaire avec même la bande dessinée, tous les supports. Le livre étant certainement l'une des plus belles inventions qui sont. C'est un moyen de transmettre avant tout, de se poser, de réfléchir et d'avoir un regard sur notre vie, notre société, qu'elle soit passée, présente, future. On imagine une autre aussi. Donc c'est très vaste, aussi vaste que les métiers du livre, puisque plusieurs secteurs, que ce soit de la fabrication, de l'écriture, de la création, de la fabrication, de la vente, et donc
voilà, nous allons pouvoir en parler. Donc, Alors, merci pour ces premiers éléments qui introduisent à travers votre parcours. Je note, c'est mon travail de synthèse, hein, je note que le livre est une passion, que ça prend très très tôt, et que ça ne nous lâche plus. Voilà, c'est comme ça. Que ça fait grandir, que ça donne un regard sur le monde. Et après, en termes de formation, eh bien, on peut y parvenir à différents niveaux, à différentes étapes, de différentes façons très 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 différentes. On a eu un concours qui amène au livre. On a un parcours différencié, un parcours un peu plus classique avec voilà, une licence générale. Mais dans les deux cas qui ne passent pas par le concours, je retiens l'idée qu'on a plusieurs activités en même temps, qu'on touche un peu à tout, mais à tout de façon précise et approfondie, non pas pour faire du superficiel. Voilà. Moi j'ai pas mal de questions à leur poser, mais en fait le but c'est que vous posiez des questions. Donc je vous donne la parole, et le principe c'est que j'entends votre question, je la reprendrai pour que ce soit clair, pour l'enregistrement notamment. À vous la parole. C'est difficile de prendre la parole, c'est très difficile. Merci. Je suppose que vous devez avoir un certain nombre d'interrogations concernant vos métiers compte tenu des nouvelles technologies, je suppose. Le numérique. Oui, mais on va parler de leur métier. Moi aussi j'ai mes questions en tant qu'enseignant, mais j'allais répondre, vous voyez, c'est terrible, les enseignants sont affreux, mais je leur donne la parole. Voilà. Et l'évolution. Oui, alors, des interrogations, quant à l'avenir du livre, c'est ça? Oui. Oui, enfin dans mon cas à moi. Dans sa manifestation matérielle. Tout à fait. Alors, moi, en tant qu'amoureuse du livre, c'est vrai que pour moi, un livre, c'est d'abord une prise en main, c'est un objet, l'objet livre. Je ne le conçois pas autrement. Voilà. Pour moi, j'aime l'amour du papier, j'aime tourner les pages. Voilà, j'aime ce corps à corps avec le livre. Effectivement, oui, en tant qu'auteur et illustratrice, je m'interroge quant à l'avenir du livre, bien évidemment, puisque certains de mes éditeurs commencent à me demander si je serais d'accord pour des livres numériques. Voilà, ma réponse, elle est catégorique. Pour moi, c'est non. Même si, alors, je tiens à préciser quand même que le livre numérique peut être intéressant aussi, pour certains aspects, par exemple, un enfant ou un adulte en situation de handicap et qui ne peut pas justement avoir ce contact avec le livre, donc le prendre dans la main, tourner les pages. Il peut très bien, par contre, avoir un écran devant lui et seulement en bougeant les doigts, voilà, tourner ces pages numériques et avoir accès à la lecture. Donc c'est quelque chose que je ne mets pas totalement de côté, bien évidemment, mais en tant qu'auteur et illustratrice, en tant que, voilà, moi je montre des images, voilà, je touche le papier, je fais aussi des livres faits main, que je n'ai pas apporté ici, mais pour l'instant, moi je dis toujours non, justement parce que je sais que le livre numérique existe, qu'il va exister, qu'il fait partie de notre avenir. Le libraire pourra sûrement vous en parler aussi. Et donc je veux laisser une place au livre papier, qui pour moi existera toujours, de toute façon. Même s'il en existera seulement quelques-uns, et ben je ferai partie de ces livres-là, je l'espère. Donc voilà, mais les interrogations, oui, nous les avons. Oui. Les interrogations sont là. Les supports de lecture aussi. Les livres perdureront, je pense. Il y a juste de nouvelles technologies qui permettent d'aborder les livres autrement. Pas uniquement sur le plan numérique, il y a aussi les livres audio pour les personnes malentendantes, malvoyantes, pardon. Voilà, ouais, exactement. Et puis, donc voilà, en tant que libraire, on pense à des banques de téléchargement, ainsi de suite, mais le livre en lui-même va exister quand même.
nous avons en France une particularité culturelle qui est très forte, une culture du livre hors norme, et des aides pour justement promouvoir et accompagner la création, la publication. On a un très très bon réseau aussi de diffusion, de distribution, de très bons imprimeurs, même si les imprimeries, les éditeurs se tournent vers nos voisins pour des raisons de coût, mais l'ensemble de la chaîne des métiers du livre est très forte et atypique. Nos amis italiens n'ont pas la même diffusion et distribution, notamment pour les bandes dessinées. Ils vont passer par les kiosques, alors que nous avons des librairies spécialisées ou pas. Donc voilà. Le livre peut trouver une évolution intéressante. Une liseuse est pratique, mais on part d'un livre, déjà, initialement, d'un écrit. Il y a des moyens de pouvoir travailler grâce à des liens à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette ou autre, pour approfondir les qualités du livre. En allant sur des blogs d'auteurs et ainsi de suite. Et globalement, le livre restera ce qu'il est, je pense, avec d'autres applications. Bon, je ne suis pas très inquiet. Oui. Je me permets en fait, grâce en fait au Biais de la Fac de Lettres, on a reçu Bernard Werber il y a quelques temps ici pour un masterclass sur la création littéraire. Et je peux vous assurer que pour y avoir assisté un peu comme un enfant très naïf, pendant 3 heures, ça a été un vrai moment de bonheur. On avait plus d'une 50aine d'étudiants qui étaient là, complètement captivés par quelqu'un qui va essayer de leur apprendre à écrire. Donc là, on est plus sur cet outil numérique, hein, on est vraiment sur les fondements de la littérature, de l'écriture, comment on écrit un livre, comment on raconte une histoire, comment on crée un personnage. Et je peux vous assurer que ça a été un moment exceptionnel pour les étudiants et pour Bernard Werber qui a été ravi, qui nous a quelque chose, c'est de revenir ici. Donc il y a vraiment aujourd'hui un vrai potentiel effectivement d'étudiants qui ont envie d'écrire. Et le numérique reste un outil, juste un outil. Donc je crois que le livre n'est pas mort du tout. Mais alors là, j'en suis absolument persuadé. Disons quand vous rentrez dans les magasins, vous voyez les têtes de gondole, ce sont des livres. Hein. Ce ne sont pas des livres numériques. Donc je crois qu'on n'a pas du tout enterré le livre, bien au contraire. En tout cas, je le souhaite fortement. Voilà. Oui, alors moi je suis c'est une idée surprise. Voilà. Non, moi je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulon, donc moi j'ai une formation en philo, donc évidemment, donc, la littérature, le livre, c'est un peu mon domaine, et je suis vice-président délégué à la communication. C'est pour ça que je viens un petit peu voir ce qui se passe, et je suis très heureux effectivement que la faculté des lettres effectivement ait organisé ce forum où on peut comprendre effectivement qu'il y a plusieurs manières d'embrasser les études de lettres et plusieurs façons effectivement d'achever, de s'insérer dans le monde professionnel. Parce que les gens en lettres, on en demande. J'ai travaillé dans l'agence de communication, je vous assure que je travaille avec des gens qui avaient des doctorats de théologie, des gens de lettres. Donc en fait, les lettres, globalement, on trouvera plein de métiers. Et on est extrêmement recherché. Voilà, donc je crois que c'est vraiment pour moi une filière d'avenir. Voilà. Bravo. Oui, alors rapidement, parce que la question du livre et de la documentation électronique, elle a une part aussi dans les bibliothèques, et dans les bibliothèques universitaires encore plus. Nous, on a évolué sur cette question et on propose énormément de livres électroniques, mais de documentation électronique pour de la pédagogie, mais aussi pour de la recherche, puisque c'est quand même les deux pans de l'université. Donc ça fait partie de notre métier aujourd'hui, bibliothécaire, travaillant à l'université. On ne peut pas échapper à la documentation électronique, la formation à la documentation électronique. Voilà, ça fait partie, je fais moins rêver que mes deux collègues là, mais ça fait partie prenante de nos outils. Et vraiment, il faut le connaître, il faut le savoir. J'ajouterai qu'en tant que chercheur, que le numérique est un outil absolument extraordinaire, merveilleux, fabuleux. Mon expérience personnelle de chercheur, c'est qu'on ne réfléchit pas de la même façon en revanche sur un livre numérique
que sur le même livre imprimé sur papier. Le rapport au texte, en tout cas pour moi, mais je pense que c'est partagé par plusieurs, n'est pas du tout le même, donc il y a un problème de méthodologie intellectuelle. Je propose que nos lycéens prennent la parole et nous posent des questions pour leur avenir dans le livre. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans cette aventure du livre? Si vous êtes là, a priori, c'est que ça vous intéresse. Quels sont les freins qui vous retiennent? Quelles sont les incertitudes? Quels sont les propos que vous avez envie d'entendre? Non pas pour vous dire allez-y aveuglément, mais pour y aller plus sereinement, en ayant la sécurité nécessaire qu'on peut avoir aujourd'hui. Posez-nous des questions, s'il vous plaît. Dites-moi un mouton. Moi, pour ma part, j'écris beaucoup. Et comme vous, je pense à écrire des documentaires sur ce que je fais. Et j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé exactement à avoir votre livre. Je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Alors, donc moi j'ai toujours écrit, donc comme vous. Voilà. D'abord, enfant, c'était des bribes, des petits poèmes, voilà, rien de très. Je les ai encore, mais... Et puis après, je me suis mise à écrire de vraies histoires et penser à l'édition. J'ai pensé à l'édition parce que je voulais que d'autres lisent ce que j'ai écrit. Je voulais transmettre, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en 2009, donc juste après ma licence, 2 ans après ma licence de lettres, je me suis décidée, enfin, pas du tout sûre de moi, très tremblotante, à envoyer mon premier manuscrit électronique, bien évidemment. À savoir que je travaille sur du papier. J'aime tellement le papier que tout passe par le papier. Je n'ai pas porté les manuscrits, je suis désolée, mais j'aurais peut-être voulu les étudier. Mais là, il a fallu bien sûr passer par la voie électronique, donc j'ai envoyé à différentes maisons d'édition, celles qui me faisaient rêver, comme Hachette par exemple, et d'autres. Non pas qu'elles me faisaient moins rêver, mais bon, c'était différent, parce que c'est vrai qu'au début, on imagine toujours être chez un grand éditeur dès le début. Et donc, mon premier manuscrit, j'ai eu beaucoup de chance, il a été accepté tout de suite. Plus tard, je l'ai un peu regretté parce que finalement, mon premier manuscrit ne me plaisait pas tant que ça. J'essayais de rentrer dans un moule, dans ce qui se faisait en littérature jeunesse. Et j'étais un peu déçue finalement du livre que j'avais entre les mains. Il n'est pas là aujourd'hui, puisque je ne le montrerai jamais. Je n'avais pas aimé non plus les illustrations, donc à l'époque elles n'étaient pas de moi, ça c'est de moi. Et donc voilà, pour moi c'était pas vraiment une partie de moi, c'était autre chose parce que j'ai voulu me calquer sur quelque chose déjà d'existant. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est de vraiment écrire ce que vous avez au fond de vous, comme je le fais maintenant, même si ce sera peut-être plus difficile à accéder à l'édition, parce qu'il y a quand même tout un concept commercial qui intéresse l'éditeur, donc ils veulent souvent quelque chose voilà, pour parler aux enfants, mais pas vraiment ce dont moi je voulais leur parler. Par exemple, celui-ci c'est sur l'affirmation de soi. Ici on a un enfant très rêveur, presque dans le spectre autistique, voilà, qui entend les étoiles. Ici nous avons aussi un personnage très différent, voilà, c'est sur le non-conformisme. Ici, voilà, j'ai choisi de parler du handicap avec une petite fille qui n'a qu'une seule jambe, ça on le découvre à la fin du livre. Voilà. Donc, Du coup, est-ce qu'il n'est pas, en complétant cette question, est-ce qu'il n'est pas, entre guillemets, nécessaire de passer par une première publication normée qui répond aux attentes pour pouvoir ensuite, ayant été introduit dans le sérail, pouvoir s'exprimer pleinement parce qu'on a satisfait d'abord aux attentes? Peut-être, oui. C'est vrai que spontanément, je vais conseiller de faire ce que l'on a au fond de soi, mais pourquoi pas? C'est vrai, pour rentrer dans comment dire ça, dans cet univers assez fermé, c'est vrai, il faut se faire une place au début. Donc pour se faire une place, oui, pourquoi pas faire quelque chose avec une dimension plus commerciale, d'abord. C'est finalement ce que j'ai fait avec celui-ci, mais donc je ne l'ai pas illustré, celui-là, on voit que c'est pas mon univers dessiné.
Mais j'ai choisi de faire un conte détourné. Donc je suis amoureuse des contes traditionnels, Le Petit Chaperon Rouge. J'ai été baignée par les illustrations de Gustave Doré. J'avais découvert de magnifiques ouvrages, donc de Rabelais notamment, illustrés par Gustave Doré, et les contes traditionnels. Donc j'ai choisi, il fait partie de mes premiers, publication 2013, donc de quelque chose de beaucoup plus commercial. Il a beaucoup plu aux enseignants justement, puisqu'il aborde le conte traditionnel de façon détournée. Voilà. Pour après imposer mon univers. Là bientôt j'aurai une nouvelle publication qui évoque le deuil. Voilà, c'est quelque chose un thème avec lequel les éditeurs sont très très prudents. Mais mon but était vraiment de les convaincre de publier un ouvrage sur le deuil, parce qu'il y a des enfants qui sont confrontés à cela, et je pense qu'il n'y a pas d'autre meilleure manière d'évoquer cela avec un enfant que par le livre. Voilà, parce que d'abord il peut le prendre de façon intime, tout seul, face aux illustrations, puis après parler de ce qu'il a lu, et parler de sa propre histoire à travers peut-être celle du héros du livre qu'il aura lu. Il me semble que tout dépend le support sur lequel vous travaillez. On ne fait pas de la même façon pour la presse, pour l'audiovisuel, pour si vous souhaitez écrire un essai ou la bande dessinée, un roman. D'une manière comme d'une autre, il faut quand même avoir une méthode de travail, structurer toute cette partie-là et la maîtriser. On peut mettre les codes, on n'écrit pas de la même façon pour un thriller ou de la science-fiction ou de la fantasy ou de l'historique, un genre historique. Il faut connaître toutes les ficelles, déjà à ce niveau-là, je vous dirais, ça va être très intéressant quand même. Pour ensuite, par exemple, pour pouvoir séduire un éditeur, et présenter un projet qui soit construit avant toute chose. Oui, il y a une méthode en amont de la production artistique qu'il faut maîtriser. En tout cas, je vous remercie. C'est jamais facile de dire ce qu'on écrit. Et vous l'avez dit, et je vous en remercie. Il y a une question. Juste une question sur le cursus universitaire. Est-ce qu'il y a une préparation des étudiants, une présentation du monde de l'édition? Est-ce qu'il y a une passerelle entre les études et le monde de l'entreprise finalement? Je vais d'abord, je donne des éléments et ce sera complété par les professionnels, ceux qui sont sur le terrain. Il me semble, il existe des masters spécifiques de l'édition, etc. Et après, il y a tous ces chemins parallèles, personnels, qui se construisent et qui peuvent amener au livre par les chemins de traverse. Donc oui, il y a les cursus officiels qui sont très bien. Nous, on a un master qui n'est pas un master d'édition, mais qui est un master ouvert au livre, littérature, et qui prend petit à petit une dimension professionnalisante plus importante. Mais à côté de ces cursus officiels, il y a tous les chemins qu'on construit personnellement. Voilà. Oui, sur le cursus, plus précisément, pour avoir accès à l'édition, plus ou moins. Donc moi j'ai un cursus lettres. Voilà, c'est vrai que pour écrire, comme disait monsieur, pour écrire il faut savoir bien écrire. Alors qu'est-ce que c'est bien écrire? Bon, on a chacun notre plume, n'est-ce pas mademoiselle? Donc moi j'ai la mienne, voilà, et il se fait qu'elle est plu à certains éditeurs, pas à d'autres. Voilà, c'est quelque chose de très personnel d'écrire. Après, pour avoir accès à l'édition, c'est vrai que à l'époque où j'étais donc dans cette université, je n'avais pas été vraiment renseignée sur cela. J'avais déjà en tête d'être publiée un jour, puisque c'est un rêve d'enfant, mais ce n'était pas vraiment ici que j'ai puisé mes informations. Apparemment, ça va être possible maintenant, puisqu'il y a un nouveau cursus, enfin une nouvelle porte ouverte. Mais c'est vrai que j'ai fait tout un travail personnel. Les éditeurs, il n'existe pas que Hachette, l'école des loisirs et Gallimard, il en existe beaucoup, beaucoup d'autres.
Voilà, par exemple, ici, nous avons un tout petit éditeur avec qui c'était merveilleux de travailler. Voilà, j'ai travaillé sur l'affirmation de soi et je pense que je ne pouvais le faire qu'avec cet éditeur-là. Donc oui, j'ai fait tout un chemin pour aller vers ces éditeurs. Alors, outils numériques, hein, beaucoup de recherches internet. Je suis allée sur les salons du livre. Voilà, donc nous en avons un qui est parfait, donc celui de Toulon, que vous connaissez sûrement. J'y étais cette année en tant qu'auteure illustratrice, j'ai dédicacé mes ouvrages. Voilà, donc il faut vraiment aller vers les éditeurs, d'abord aller à leur rencontre, notamment par exemple au Salon du Livre de Montreuil, où j'y suis allée en 2010, donc ça a précédé ma première publication en 2011. Voilà, donc je les ai rencontrés, j'ai regardé leur ligne éditoriale. C'est très important, on ne propose pas n'importe quel manuscrit à n'importe quel éditeur. Ils n'apprécient pas du tout d'ailleurs qu'on propose un manuscrit qui ne rentre pas du tout dans leur ligne. Donc voilà, il faut faire son propre chemin pour accéder à l'édition. Voilà, j'espère connaître. Au niveau des formations, je complète en disant que par exemple, dans les cursus de licence, nous avons mis en place maintenant depuis plusieurs années des ateliers d'écriture. Donc ce sont des choses qui apparaissent au fur et à mesure. Les formations universitaires sont faites pour évoluer et elles évoluent progressivement. Et c'est quelque chose qui est très demandé. Oui. Donc, je voulais savoir, vis-à-vis du monsieur qui a dit être libraire, comment vous avez fait pour accéder à votre métier, voilà, ce qui intéresse. Bon, là encore, j'ai emprunté un chemin différent. Je suis directement allé voir des libraires. D'accord. Ça me tenait vraiment à cœur. Même si écrire, pour moi, c'est inspiré. Vous n'avez pas de formation particulière pour travailler en librairie? Non, j'ai vraiment appris sur le tas et directement en m'adressant à des professionnels. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Et après, il y a de véritables cursus qui existent et qui sont formidables. Ne pas hésiter aussi à aller voir l'Agence régionale du livre. C'est sur Aix. Mais il y a des véritables professionnels qui pourront vous aiguiller par rapport à ce qui vous tient à cœur et dans les tripes. Car le livre et l'écriture est avant tout une question de passion. C'est un sacerdoce, de parcours. Il faut s'approcher tout le temps. Mais de toute façon, c'est la vie qui est comme ça. Et surtout, ne pas hésiter à venir pour en discuter sans problème. Mais parler de l'université, c'est quand même bien. Car il me manque, après j'ai pu compléter par la suite, mais dans un premier temps il me manquait quelques éléments théoriques. J'ai plus connu la pratique dans un premier temps, de manière empirique. Et quand on aime apprendre, on se tourne automatiquement vers la pratique théorique. C'est très important. Quand j'accueille les étudiants en première année, je leur dis toujours qu'ils ont à construire leur parcours professionnel. Ils vont faire une licence, mais à côté, il faut qu'ils aillent d'eux-mêmes faire des stages, qu'ils développent des activités bénévoles ou autres pour vérifier ce qu'ils ont envie de faire et du coup pour construire au fur et à mesure, réorienter leur projet professionnel, que ce soit pour le monde du livre ou l'enseignement. Hein. On a des enseignants qui arrivent, qui passent le concours et qui au bout de 6 mois démissionnent parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits pour. C'est dans le monde du livre. Alors je crois que je ne sais pas si c'est caractéristique de l'univers des lettres, mais en tout cas c'est de plus en plus vrai. On doit penser son parcours, son projet professionnel et le construire progressivement. Justement, c'était la raison de notre présence aujourd'hui. En fait, elle a envie de travailler dans l'édition, mais elle ne sait pas encore si elle a envie d'écrire et de proposer ce qu'elle écrit ou d'accompagner des auteurs. Et donc elle a commencé une recherche et les défauts d'Internet, c'est qu'on voit à la fois tout et finalement rien. Et donc elle a vu un DUT à Aix-en-Provence, elle avait l'impression que c'était la seule voie possible pour elle. Et donc en fait on était venu ici aujourd'hui parce que en fait elle voulait savoir par quoi commencer. Mais même si j'ai pas du tout, pour répondre à votre questionnement, déjà renseignez-vous bien sur le programme qui est proposé à l'UT. Hein.
Je compléterai aussi avec ce qu'a dit Bruno, qui est il faut aussi avoir des bagages culturels. Il faut aussi, alors une licence générale permet ça aussi, permet aussi d'avoir une culture du livre, une culture, et ça n'empêche pas ensuite de reformer son projet plus professionnel, avec un peu plus de maturité aussi. Voilà, il faut se renseigner, il ne faut pas avoir peur de recommencer, ça nous est tous arrivé là, de repartir à zéro et de refaire autre chose parce qu'il le fallait. Questionnez-vous et renseignez-vous. Oui, voilà. Parce que, apparemment, la licence de lettres serait une bonne première porte. Pardon. Vous pouvez répéter. Est-ce que vous se posez la question? Ah oui, complètement. Plutôt que de partir avec la licence de lettres. Bah, je l'incarne complètement. Donc oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas dire que je suis devenue auteure et illustratrice parce que j'ai fait une licence de lettres, mais ça a fortement contribué à cela, puisque j'ai continué à être passionnée par le livre, et à l'époque, et je suppose qu'aujourd'hui c'est la même chose, les professeurs, chercheurs que j'ai en face de moi ont vraiment forgé cette passion du livre. Ils étaient vraiment là pour ça, et j'y ai trouvé toutes les réponses à mes interrogations, et voilà, donc ça a vraiment appuyé mon envie d'être auteure. En même temps qu'enseignante. Aujourd'hui, je différencie très bien les deux. Auteur et illustratrice, c'est un métier passion, tandis que l'enseignement, c'est un métier. Voilà. Voilà, je parle en ma personne. Voilà. Je peux dire que je suis aussi passionnée par mon métier d'enseignement, bien évidemment, mais pas de la même manière. Voilà, c'est un constat que je fais tous les jours en retrouvant mes petits élèves de 5e, de 4e et de 3e. Voilà. Après, donc, pour répondre plus précisément à votre question, je vais y arriver, il faut savoir que les maisons d'édition recherchent très souvent des stagiaires. Et ce n'est pas écrit, ce n'est pas affiché dans la rue ou ailleurs, il faut vraiment s'adresser aux maisons d'édition. Et ils accueillent bras ouverts des stagiaires pour les accompagner. Et au sein d'une maison d'édition, là, vous verrez tous les métiers qui gravitent autour finalement de l'auteur. Puisque en tant qu'auteur, on est vraiment accompagné. Je ne suis pas toute seule. À partir du moment où je donne mon manuscrit écrit, ou donc le dessin c'est encore autre chose, je suis accompagnée. Donc il y a des correcteurs qui m'accompagnent. Il y a les graphistes, l'éditeur, donc c'est un métier passionnant aussi, hein, les éditeurs sont vraiment passionnés par leur métier. Ils sont là pour nous guider, par exemple, nous faire retravailler notre texte. Et ils ne le font pas tout seuls. Voilà, donc il y a beaucoup des assistants d'éditeurs, des directeurs éditoriaux, qui sont là pour nous accompagner. Voilà, donc je pense que pour vous, ce serait une bonne solution aussi, parallèlement à un cursus donc, littéraire en université, de faire des stages en maison d'édition. Je pense que ce serait une bonne initiative. Il faut aller voir les professionnels et aller jeter un petit coup d'œil aussi sur le site du Syndicat national du livre, car il y a plusieurs fiches sur tous les métiers de l'édition notamment. Je complète tous ces éléments par une autre expérience, une étudiante que j'ai eue en tant qu'enseignant ici, qui a travaillé pendant plusieurs années après sa licence de lettres ici pour un notaire, donc secrétariat, traitement de texte, enfin des tas de choses, mais elle avait reçu la formation universitaire générale qui permet d'accéder à ce genre d'activité. Elle a d'abord été éditée pour un recueil de poésie. Elle vient de gagner le premier prix d'un concours de nouvelles et parallèlement, elle est en train de créer sa boîte d'écrivain public. Voilà. Mais alors à chaque fois, on se dit oui, mais c'est un parcours atypique, c'est un parcours qui n'existe que pour une personne, sauf que ça fait une personne, là ça en fait une deuxième, ça en fait une troisième. En fait, tous ces parcours sont vraiment à construire et il y a donc les voies royales, entre guillemets, les voies officielles qui amènent à ça, et ça peut être très bien. Et il y a aussi toutes les voies
qui permettent de construire progressivement, personnellement, comme je le disais, son cursus et son projet personnel. La clé, c'est apprendre, pardon. La clé, c'est apprendre. Toujours apprendre, toujours. Se lever très tôt, se coucher très tard, et apprendre. Il faut se coucher très tard. Je travaille avec vous. Merci, tu vois, voilà. Ça se fait. Comment, enfin, comment ça se passe globalement quand on envoie un livre en maison d'édition? Enfin, les critères qu'ils recherchent à peu près. Oui, à partir du moment où on l'envoie. Enfin, déjà, comment on fait pour l'envoyer tout court? Ah oui, pour l'envoyer tout court. Oui. Alors, donc, d'abord, il faut savoir qu'un éditeur, même un petit éditeur, hein, moi je fais des grands écarts entre les petits éditeurs, parfois j'ai travaillé aussi avec un éditeur local, et les grands comme chez Hachette reçoivent entre 100 et 300 manuscrits par semaine. Oui. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Après, je suppose qu'il y a certaines influences, plus ou moins. Mais donc, c'est vrai que d'abord, il faut leur accrocher. Hein. Il faut d'abord, parce que souvent, ça passe. Dans les très grandes maisons d'édition, comme Hachette ou Gallimard, ils ont souvent, justement, alors un autre métier du livre encore, parfois, ce sont même des stagiaires qui sont chargés de lire. Ils connaissent par cœur la ligne éditoriale de la maison d'édition et ils font passer ce qui leur semble le mieux convenir. Voilà. Donc déjà, avant d'accéder à l'éditeur, voilà, il faut passer par plusieurs bureaux, on va dire, avant d'y arriver. Donc concrètement, c'est très simple. Je prends mon manuscrit qui est écrit à la main, pour ma part. Voilà, certains, avec aujourd'hui, à l'ère du numérique, on l'écrit directement sur mon fichier. Et puis je le mets en forme, voilà, dans un document PDF. C'est tout simple en fait. Hein. Ça paraît difficile, mais l'accès est simple hein, pour se lancer, on va dire. Et puis je l'envoie, voilà, je prends l'adresse mail de l'éditeur en me renseignant bien qu'il s'agit de la bonne. Il y a sur tous les sites des maisons d'édition une adresse mail spécifique pour l'envoi de manuscrits. D'accord? Donc ça atterrit au bon endroit. Et je fais une petite présentation de mon parcours. Et bien évidemment, je ne manque pas de dire que j'ai suivi un cursus lettres dans ma présentation, parce que certains éditeurs font très attention à cela. Voilà. Il y a des rendez-vous d'ailleurs, par exemple au Salon de Montreuil, qui est le plus grand salon d'Europe du livre et de la presse jeunesse. Justement, on peut s'inscrire à des rendez-vous pour parler directement aux éditeurs et pour présenter son travail. Et ils préfèrent accueillir justement des personnes, des jeunes, en dessous de 30 ans, malheureusement, bon, ils veulent bien tendre la main aux jeunes, justement. C'est pas du tout un univers fermé non plus, hein, attention. Et très souvent, les grands éditeurs demandent si la personne qu'ils ont en face ont suivi des études, aussi bien en lettres que en illustration. Alors pour ma part, l'illustration, je suis complètement autodidacte, j'ai appris toute seule. Ça ne m'a pas empêché d'être chez Gauthier-Languereau. Et comment je suis arrivée chez Gauthier-Languereau, donc qui Hachette en jeunesse, qui était pour moi mon rêve inouï. Hein. Tout simplement, j'ai envoyé mon book. Donc j'ai fait un book PDF où j'ai mis mes principaux travaux, je me suis présentée, alors j'ai envoyé ça comme une bouteille à la mer, mais vraiment je ne pensais pas du tout avoir une réponse le lendemain. Voilà, et on m'a proposé un premier texte. Parce que vous faites que illustratrice aussi. Voilà, tout à fait. Vous illustrez pour d'autres. C'est ça. Ici, je suis seulement l'illustratrice. Alors, j'aime bien raconter mon histoire avec Gauthier-Languereau, justement, parce que j'en rêvais. Et quand ils m'ont proposé le texte, je l'ai lu et j'ai osé leur dire le texte ne me plaît pas. Voilà, donc je me suis dit, ça y est, je me suis mise à pleurer après quand j'ai raccroché, parce que je leur ai dit, je me suis dit, terminé, je n'y serai jamais. Et finalement, elle a vraiment apprécié le fait que je sois ancrée dans mes valeurs, et donc c'était un texte qui ne me plaisait pas du tout. C'était très commercial, je n'en voulais pas. Et finalement, un mois plus tard, elle est revenue en me proposant le texte que je voulais. Voilà, sur la différence, elle a vraiment compris ce que je voulais, et voilà. Donc il ne faut pas hésiter à s'affirmer,
et à montrer ce que l'on est. Ça touche souvent la personne, voilà, les éditeurs sont des êtres humains. Il faut savoir ce que l'on est, cibler l'éditeur, la politique éditoriale. Il y en a plusieurs dans les mêmes maisons d'édition. Ensuite, il faut séduire. Séduire au travers d'un document qui va comporter, en ce qui me concerne, les éditeurs avec qui j'ai travaillé, qu'ils soient français ou étrangers, toujours été la même chose. Lorsque j'avais défini qui j'allais m'adresser, de présenter, comme pour un CD, une première page avec un argumentaire commercial, un pitch d'une phrase, car une bonne histoire ou un bon sujet est traité en une phrase, peut-être résumé en une phrase. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne maîtrise pas son sujet. Un résumé un peu plus développé, et ensuite rentrer dans d'autres éléments qui permettent de poursuivre l'étape suivante pour être édité. Mais d'abord, il faut une accroche. Avant de faire l'accroche, il faut cibler, prendre contact, se présenter, aller voir les professionnels, ne pas hésiter à aller en salon et se rapprocher. On parlait du bénévolat. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les festivals et de travailler dans les festivals en tant que bénévole. On approche ainsi tous les acteurs des métiers du livre. Et vous pouvez autant rencontrer des représentants pour la partie diffusion que des éditeurs. Certains sont plus faciles à approcher que d'autres. Mais il faut voir aussi ces professionnels-là. Car sans ces acteurs, si la chaîne est brisée, s'il manque un maillon, le livre n'arrivera pas jusqu'au lecteur. D'autres questions? On arrive à la fin de cette table ronde, mais il y en a une deuxième cet après-midi. Donc on reprend les mêmes et on recommence pour permettre à ces deuxième édition, mais les questions ne seront peut-être pas les mêmes, donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser cet après-midi ou maintenant pour conclure cette table ronde. Ouais, citer aussi. Excusez-moi, j'ai une question par rapport, ça reste tout professionnel, par rapport aux formations qu'ils proposent en alternance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce genre de formation? L'apprentissage par alternance. C'est quelque chose de formidable. Alors, je suis scénariste, mais j'ai une librairie depuis, je travaille comme libraire depuis pas mal d'années maintenant, plusieurs décennies. Et j'ai racheté la librairie dans laquelle je travaillais, et depuis quelques temps, plusieurs années. Et l'année dernière, en fait, une jeune femme est venue se présenter, une jeune étudiante, parce qu'elle était à la recherche d'un contrat en alternance. Et je recommande de le faire. Bon, après, là je trouve que le courant est passé très vite, mais il faut se montrer opiniâtre et ne pas hésiter à franchir le pas et aller voir le professionnel pour justement trouver le bon contrat en alternance. Mais oui, il faut, c'est super. Ça permet d'avoir une conscience du monde du travail, pour ceux qui n'en ont pas encore, et d'être conscient de ce que l'on apprend est utile pour pouvoir travailler. Shake, 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 shake your hips for me. Your hair has grown so long, your face is hard to see. Baby, shake, 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 shake your hips for me. Your hair has grown so long, your face is